Salut, c'est Thomas Rozek. Avec ce confinement, nous voilà bien obligés de nous raccrocher à tout ce qui peut nous rappeler un tant soit peu la vie d'avant, la vie dite normale, même si on pourrait débattre de ce terme. Bref, tout ce qui peut nous donner l'impression que le monde ne va pas s'effondrer et qu'on pourra un jour tourner cette page qui n'en finit plus de s'écrire. Ainsi donc, on trouve des dérivatifs pour se maintenir à flot. On fait des apéros via internet, on passe plein de coups de fil et on regarde pas mal la télé. Alors je dis on, évidemment il y en aura parmi vous pour me contredire, me dire que des télés, vous n'en avez pas et que vous préférez relire à la recherche du temps perdu en regardant au loin vers l'avenir incertain qui nous guette. Grand bien vous fasse, il n'empêche qu'on est nombreux et nombreuses à trouver une forme de refuge et d'apaisement dans le fait de se coller quelques temps devant un écran en suivant avec attention les péripéties de candidats de concours de cuisine ou de jeux de survie et en craignant avant tout qu'on nous prive, faute d'épisodes à diffuser, de ce rendez-vous qui remet un peu de rythme dans nos quotidiens bousculés. La télé a-t-elle repris le rôle central qu'elle occupait jadis ? Pourquoi prend-elle, avec cette crise, les atours d'une valeur refuge ? Qu'est-ce que nous, spectateurs, allons y chercher ? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à toutes ces questions, je les ai retournées à deux spécialistes de notre consommation télévisuelle. Virginie Spies, qui est sémiologue, maîtresse de conférences à l'Université d'Avignon, et Laurence Leveneur, qui elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Rodez. Je leur ai demandé à toutes les deux, pour commencer, dans quelle mesure cette crise offrait à la télé l'opportunité de retrouver son rôle fédérateur. C'est Virginie Spies qui répond en premier. La télévision retrouve vraiment son rôle central et fédérateur dans ces périodes difficiles parce que la télé, c'est d'abord une grille des programmes, en fait, et c'est d'abord du rendez-vous, même dans du flux, dans des émissions qu'on appelle de flux, qui reviennent tous les jours très régulièrement. C'est d'abord du rendez-vous, c'est un JT à 13h, un JT à 20h, des séries toujours à la même heure. Très très tôt, la télévision a été en fait ce média qui accompagne la vie de son public, bien plus que tous les autres médias. Et donc qui se met aussi au diapason de la vie supposée des téléspectateurs, quand ils mangent, quand ils se reposent, avant la sieste. Donc oui, c'est très, très fédérateur. Et avoir un rendez-vous tous les jours, c'est rassurant quand on a besoin d'être rassuré. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Si on regarde les chiffres qui ont été publiés cette semaine par Médiamétrie, pour le mois de mars 2020, la durée d'écoute des programmes a augmenté d'1 heure en moyenne par jour, comparativement au mois de mars 2019. On est bien passé effectivement de 3h45 de télévision par jour à 4h29 quasiment. Donc c'est considérable. Et ça prouve bien que la télévision a repris une place au sein des foyers, comme vous dites, qui permet peut-être de rythmer la journée, mais moi je dirais qui permet surtout d'avoir une présence, même si on la regarde pas forcément. La télévision renoue avec la place qu'elle avait aussi au tout début, c'est-à-dire que la télévision, c'est le cœur du foyer. Elle remplace le feu, l'âtre devant lequel on se retrouvait à une époque le soir avant d'aller dormir pour se raconter des histoires en famille. Elle a eu toujours cette place-là. Et littéralement, la télévision, elle tient cette place dans nos salons. Géographiquement, elle est au cœur du salon. Et dès les débuts, elle a eu cette place-là. Et là, elle retrouve encore plus ce rôle pour les familles, mais aussi pour les personnes seules, notamment les personnes âgées, mais pas que les personnes âgées. Les personnes seules retrouvent avec la télévision une présence, comme à la radio, au sein d'une maison, au sein d'un appartement. On a même d'ailleurs à une époque parlé de télévision d'accompagnement. C'est toujours le cas. La télévision d'accompagnement, ça concerne les émissions qu'on n'a même pas besoin de regarder en fait pour les comprendre. Il suffit de les écouter. Elles sont faites pour ça, de manière à ce qu'on puisse continuer à vaquer à nos occupations tout en les écoutant et tout en ayant l'impression d'avoir quelqu'un entre guillemets qui nous accompagne. Et est-ce que justement elle avait perdu un peu au profit d'autres écrans, avec la démultiplication des écrans qu'on connaît toutes et tous, est-ce qu'elle avait un peu perdu ce rôle-là et que dans des phases critiques, elle a tendance à le retrouver ? Alors, la télévision n'avait pas tant perdu que ça son rôle fédérateur autour de ces rendez-vous, dans le sens où les audiences sont encore importantes. Alors évidemment, elles sont délitées aujourd'hui, les audiences, parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes qu'avant et qu'il y a aussi la possibilité, heureusement pour nous tous et toutes, de regarder la télé en streaming ou de regarder Netflix, bien sûr, à des heures que nous souhaitons. Néanmoins, les grands JT font encore de l'audience, même en dehors des périodes difficiles qu'on peut vivre en ce moment.
moment. Néanmoins, la série Demain nous appartient sur TF1 ou encore Plus belle la vie sur France 3 font des super audiences. Hein. La télévision, en fait, avait encore ce rôle fédérateur et de rendez-vous. Mais il est vrai qu'on n'est plus dans les audiences d'avant. On a énormément de chaînes. Hein. Enfin, je sais pas, à l'époque de Patrick Sabatier, quand il animait l'émission Porte-Bonheur, par exemple. Vous qui nous regardez, nous allons vous faire rêver avec tous vos invités ce soir. Chez vous, en moins d'une heure, oui, vous soyez à l'heure, c'est le porte-bonheur. On pouvait aller jusqu'à 17 millions de téléspectateurs, hein, si je me souviens bien. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'était un peu ça. Ça n'existe plus, sauf en cas de Coupe du Monde de foot. Et encore, il faut que la France soit en finale. Mais donc, les audiences sont plus les mêmes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais la télé de rendez-vous existe encore. Alors là, évidemment, aujourd'hui, ceux qui même ne regardaient plus que Netflix, si je puis dire, ou que du replay, même en regardant des chaînes de télé, quand on est confiné toute la journée à la maison, on retrouve les rendez-vous qu'on a peut-être connus quand on était plus petit et qu'on regardait plus du tout. Donc c'est vrai aussi que ça retrouve de sa superbe. Ça avait été un peu délaissé peut-être en effet par les générations les plus jeunes. Moi, je me demande dans quelle mesure ça ne répond pas à un besoin, vu qu'on est isolés les uns des autres, à un besoin d'expérience collective qui, du coup, ont tendance à manquer en ce moment et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir les retrouver. Et donc, le fait de regarder, même dans des endroits différents, mais tous en même temps, à la même heure, le même programme, voire parfois se retrouver sur des outils numériques pour échanger autour de ce programme pendant qu'il est en train d'être diffusé, c'est pas une manière une sorte de palliatif justement à l'absence d'expérience collective? Oui, complètement. La télévision, c'est la présence à distance. Contrairement par exemple à ce qui se passe quand on regarde des contenus qui viennent de plateformes numériques comme par exemple Netflix, Amazon, OCS, ce qu'on a à la télévision, c'est qu'on a des animateurs, des présentateurs, des chroniqueurs, comme à la radio, qui vont incarner avec leur corps et avec leur voix une présence à distance. Et donc même si c'est de l'ordre de la représentation, ça a quelque chose de rassurant d'avoir quelqu'un qui nous parle les yeux dans les yeux. Ça, c'est un point de repère très important en cette période de confinement. Et la deuxième chose, c'est effectivement que la télévision nous rassemble. Lorsque l'on regarde aujourd'hui des émissions qui sont surtout les émissions en plateau et en direct, ça veut dire qu'on sait qu'on fait partie d'une communauté de téléspectateurs qui, au même moment, regardent le même programme que nous. Et du coup, ça donne peut-être le sentiment d'être moins seul et de partager une expérience communautaire. La télé, c'est un média très social, en fait, même quand on le regarde tout seul chez nous, on le voit en ce moment, ça nous permet de parler ensemble des programmes qu'on regarde, notamment depuis l'invention de Twitter et du live tweet, sur lesquels je travaille en ce moment beaucoup, et qui est justement quelque chose qui nous rassemble, pouvoir discuter ensemble des programmes, surtout quand ils sont amusants, quand c'est L'amour est dans le pré, quand c'est des programmes dont on peut rire ensemble, mais on voit que même les gens en ce moment discutent des fictions, même je voyais l'autre jour, c'était Rabbi Jacob qui était rediffusé, et les gens discutaient ensemble des grandes citations de ce film. Donc en effet, c'est un support de discussion, la télévision. Et alors c'est pas d'aujourd'hui aussi, puisque d'ailleurs comme ça qu'avait été inventé le zapping, Michel Denisot, quand il a pensé à créer ça sur Canal+, c'est parce qu'il avait constaté que à la machine à café, les gens en arrivant au bureau, ils parlaient de la télé. Et il y a bien deux sujets qui rassemblent tout le monde, c'est la météo et la télévision. Puis la météo, quand on est enfermé chez soi, du coup, ça devient un problème. Ça devient moins intéressant. Il y a un autre élément qui, moi, me frappe et m'interroge, c'est sur le type de programme qui est regardé. Alors là, c'est peut-être un biais générationnel ou un biais, on va dire, binge audio notamment, vu qu'on en discute beaucoup entre nous, mais c'est on va dire l'appétence pour des programmes avec des enjeux assez forts. Je pense à des émissions culinaires comme Top Chef, où il y a une forme de concours, ou des émissions de survie genre Koh-Lanta, pour parler de deux émissions qui sont diffusées en ce moment, où il y a des enjeux assez forts mais qui ne sont pas dramatiques. Quand on est dans une période dramatique, est-ce que là aussi ça a un rôle un peu cathartique ?
Ce troupeau d'une dizaine de têtes vit en liberté dans l'île. Ordinairement, la tribu de Kéré les capture au filet après une longue traque mobilisant au moins 4 chasseurs. Par conséquent, ce qu'a réussi Mohamed tout seul est assez stupéfiant. J'ai lutté mais grave. Oh là là, je suis en sang là. On a des petits. On attend qu'à la couche ou bien la peau? Non, on va boire le lait d'abord. C'est à la du lait. On prend la coupe. En fait, il y avait marée basse. Elles étaient entre 2 îles. J'ai entendu couiner. Ouais. Je dis, elles sont là-bas. J'ai mis tout ce temps là pour l'attraper, depuis ce matin, depuis le lever du soleil. Moi, j'étais là comme une conne, j'attendais. Et lui, il est parti courir derrière une chèvre. Merci quand même pour la chèvre, hein. Mais la prochaine fois, voilà quoi. Ah oui, c'est vraiment important en fait que nous arrivions à sortir en fait justement des drames que l'on voit tous les jours à la télévision, dans le réel, de ce qui se passe, de notre inquiétude en plus pour nos proches évidemment. Donc pouvoir sortir de ça pour se divertir, c'est important. Et en effet, des jeux comme Top Chef ou des jeux d'aventure comme Koh-Lanta qui marchent d'abord très très bien de toute façon depuis longtemps. Sont intéressants pour notre psychologie aussi, dans le sens où il peut y avoir de l'enjeu, on peut se disputer parce qu'on voudrait que ce soit un tel ou un tel qui gagne, mais à la fin c'est pas grave quoi, parce qu'on va quand même s'engueuler sur un gâteau réussi ou pas. Donc on a besoin en ce moment justement de faire des parties gratuites quoi, de pouvoir nous divertir avec des choses plus légères. C'est super important et on se rend compte, hein, on voit les témoignages en ce moment par rapport à la télévision de gens qui disent bon là je peux plus regarder les infos, ou en tout cas je la garde moins, hein, parce que sinon ça c'est pas bon pour la santé quoi. T'as compris qu'en faisant 2 trompe-l'œil, tu te mettais 2 fois plus de travail. Je pense que si on veut intégrer une brigade, il faut prendre des risques, chef. Très bien. Bonne réponse. Je l'aime bien. Mais là, c'est quand même 2 fois plus de risques. Tu le fais, on va voir, effectivement. Je sais, chef, mais j'en assumerai les conséquences et je suis prêt pour ça. Tu sais que dans la cuisine, plus tu fais petit, plus tu dois être impactant. Donc attention, comme tu as des petits moules, faut qu'ils claquent ton assaisonnement. Et penser qu'on n'aime pas trop quand même les toutes petites dégustations, quoi. Chef, il y a 3 petites cerises, il y a une fraise, il y a du crumble, il y a une sauce qui vient lier le tout, il y a du chorizo, de la courgette. Je pense qu'on n'est pas sur une petite dégustation non plus. Pas de problème. T'as compris? Alors raconte-nous, qui c'est que tu essayes de séduire là, en faisant ce joli plat là? Ah, je vais pas vous mentir, chef. Hein. C'est vous. Sur les réseaux sociaux numériques, les commentaires des programmes de télévision sont surtout très importants lorsqu'on est en direct, justement, parce qu'on retrouve effectivement la sensation d'une communauté qui se retrouve à un même moment, au même endroit, entre guillemets, sur un espace public virtuel pour commenter un même contenu. Et c'est tout à fait paradoxal, parce qu'en fait, on a souvent parlé avec les réseaux sociaux numériques de la délinéarisation des programmes, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui avec le numérique on peut composer son offre de programme comme on le souhaite, c'est-à-dire on peut regarder un replay à l'heure que l'on veut, le programme que l'on veut, sauf qu'on a quand même ce besoin humainement de se retrouver à un moment donné en même temps que d'autres personnes devant le même programme. Et sans doute que, là je n'ai pas de chiffres aujourd'hui pour voir si le phénomène des commentaires a vraiment explosé concernant les chaînes de télévision par rapport à avant, mais je pense que effectivement on a encore plus besoin aujourd'hui de se retrouver à nouveau sur les réseaux sociaux pour parler des émissions de télévision. Donc ça va renforcer un effet qui existait déjà. L'un des phénomènes intrigant et intéressant auquel on assiste, notamment quand on regarde justement les commentaires en ligne des internautes autour de ces programmes, de ces différents programmes. On voit se reporter des phénomènes qu'on a pu identifier du côté plutôt de la nourriture, des peurs de manquer, des peurs de pénurie. Je pense notamment au moment où les diffuseurs ont annoncé le remontage de certains épisodes, qu'ils allaient raccourcir pour pouvoir continuer la diffusion. Et on a vu des commentaires qui disaient « Ah mais comment on va faire une semaine sans Koh-Lanta ou une semaine sans Top Chef, comment est-ce qu'on va survivre à tout ça si on n'a plus ça ?» Ça pour le coup c'est assez inédit comme manière d'appréhender les choses, j'ai l'impression. Oui, alors j'ai certains de mes collègues qui utilisent une expression qui me semble assez juste. Ils parlent de la télévision aujourd'hui comme d'une sorte de doudou télévisuel. C'est-à-dire que les programmes, mais la télévision a un rôle à jouer là, elle a toujours joué ce rôle, c'est un point de repère. C'est-à-dire par exemple,
Quand on déménage, par exemple, d'une maison à une autre, on change tous nos points de repère. Et quand on rallume l'écran de télévision, on retrouve quelque chose qu'on connaissait déjà avant, qui est le programme qu'on regardait. C'est-à-dire que malgré toujours la délinéarisation des programmes, la possibilité qu'on a de composer son offre télévisuelle, il y a toujours à un moment donné le besoin de se retrouver à une certaine heure, rituellement, devant la télévision. D'où peut-être ce sentiment, cette angoisse, si jamais effectivement on arrive à un moment donné à de la pénurie. Mais je dirais que justement la télévision là, elle a un avantage par rapport à d'autres types de diffuseurs comme les plateformes numériques, c'est qu'elle a des contenus massifs en fait, et notamment des émissions très anciennes qu'elle ne cesse de rediffuser depuis longtemps, même hors période de confinement. La preuve, M6 diffuse aujourd'hui sur sa plateforme en VOD et l'après-midi des téléfilms de Noël. Donc ces téléfilms de Noël, c'est-à-dire c'est un peu des choses qui coûtent quand même très peu cher en termes d'achat de programmes, ça permet de combler en fait les grilles justement pour anticiper, je pense, une possible pénurie ou en tout cas la lenteur de renouvellement habituel qui devrait se faire à l'issue du confinement en termes de contenu. Il va falloir continuer à produire massivement des contenus. Et là, la télévision, elle a des programmes de stock comme des séries, des fictions, même des fictions très anciennes, mais qui sont justement des feuilletons qu'on a l'habitude de voir et qui sont des feuilletons rassurants, pleins de bons sentiments et donc qui vont avoir ce rôle-là en période de confinement. Mais on voit aussi qu'elle diffuse aujourd'hui des best-of d'émissions de plateau qui sont normalement donc des programmes de flux. C'est pas des programmes qui sont censés être rediffusés, mais on va les rediffuser sous la forme de best-of pour continuer à donner aux téléspectateurs justement leur point de repère. C'est la grande force de la télévision. Je pense que ça sera un tout petit peu plus difficile pour les plateformes numériques qui, elles, n'ont pas forcément ce type de contenu à offrir à leurs abonnés, même si elles ont quand même un catalogue considérable. C'est vraiment une façon de garder la normalité, en fait, de pouvoir garder les mêmes programmes, parce que c'est du rendez-vous, parce qu'on a l'habitude, parce que c'est aussi des moments où on peut se retrouver entre nous, en fait, en famille. Il y a aussi vraiment des programmes familiaux. Je pense à Koh-Lanta, par exemple, c'est un bon exemple, mais aussi les séries quotidiennes qui se regardent souvent en famille. Et il n'y a plus tant de programmes qu'on regarde en famille aujourd'hui. Donc c'est quelque chose aussi de rassurant. C'est une garantie, quoi. Une garantie de plaisir, un petit plaisir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de petit plaisir, mon bon monsieur. Il y a un autre élément qui est frappant dans cette crise, c'est la manière aussi dont la télévision s'adapte aux besoins des spectateurs et du coup en fabriquant des programmes qui sont dédiés à notre situation. Je pense notamment à ce qu'a pu faire France Télévisions avec France 4 en proposant des programmes éducatifs pour faire l'école à la maison. Bonjour les enfants de ma classe. Alors aujourd'hui, la vidéo est un peu exceptionnelle car nous serons tous à la maison pendant 2 semaines. Nous allons faire comme si c'était un jour d'école, mais à la maison. Il y a maintenant un programme de sport, je crois, sur France Télévisions pour faire de sa gymnastique chez soi. C'est un rôle qu'on ne lui connaissait plus, qu'elle a pu avoir par le passé, mais qu'on ne lui connaissait plus vraiment à la télévision. C'est vrai que c'est un rôle de s'adapter en fait à la temporalité et surtout d'être capable de changer. C'est un rôle que la télé ne faisait plus trop, notamment parce que il y a, par exemple, sur les télévisions, sur les chaînes généralistes, par exemple, c'est une chose qu'elle faisait, par exemple, avec les programmes pour enfants avant le mercredi. C'était aussi bien sur TF1 que sur Antenne 2 à l'époque. Les enfants avaient leur programme le mercredi. Donc, d'un jour à l'autre, les programmes pouvaient changer selon l'agenda. Aujourd'hui, avec le nombre de chaînes qu'il y a, TF1 ou France 2, les plus grandes chaînes, ne font pas de différence entre le mardi et le mercredi, puisque les enfants peuvent aller sur des chaînes dédiées, en fait, et donc avoir les programmes qu'ils veulent toute la journée. Donc, c'est vrai que la télé ne s'adaptait plus vraiment aux circonstances, je dirais, alors qu'avant, ça faisait partie vraiment de ses fonctions et de ses rôles, véritablement. Oui, on voit ressortir des basiques de la télévision. Elle renoue notamment avec des traditions
très anciennes. Là, vous avez cité l'exemple de France Télévisions. France 4, en fait, aujourd'hui, renoue avec la tradition de la télévision scolaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait créé la RTS, la radio-télévision scolaire, qui était sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qui était en lien avec les établissements scolaires. Dès les débuts de la télévision, il y avait les dirigeants de la télévision française et d'autres télévisions, d'autres chaînes qui voyaient en la télévision un moyen d'éduquer avec les programmes, les citoyens. Et France 4, en fait, une chaîne qui est toujours vouée à disparaître normalement cette année, faute d'audience suffisante, est devenue du coup le lieu de diffusion de programmes scolaires pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, qui vient soulager aussi peut-être un petit peu les parents en cette période de confinement, les parents qui doivent gérer aussi leur télétravail en parallèle. Mais cela dit, en mars, ce que l'on constate sur les audiences de France 4, c'est que ce changement de programmation n'a pas forcément limité l'érosion de l'audience de cette chaîne, mais on va voir si avec les vacances scolaires ou avec le mois d'avril, ça va changer. Il y a d'autres exemples qui montrent que la télévision effectivement renoue avec des contenus ancestraux. Alors, vous avez cité les programmes de sport. On se souvient d'émissions avec Véronique et Davina dans les années 80-90. On s'arrête, alors un peu sur place. C'était un arrêt pile. Allez, courez sur place avec nous. Respirez, oxygène-nous. Allez, on fait une petite godille pour choper les chevilles. Allez, sur place. Allez-y. Fermez les genoux. Allez, godillez. Les fesses, les hanches. On chauffe les chevilles. On est prêts, attention, on va partir. Vous êtes prêts aussi ? 6, 7, 8, et on court ! Qui était de grands succès de chaînes de télévision. Ces programmes-là, habituellement de sport diffusés à la télévision, on les voit très tôt le matin sur des chaînes, notamment de la TNT, qui ont besoin d'avoir des contenus qui sont faciles à produire. Il faut quand même savoir effectivement que ce sont des programmes qui sont utilisés aujourd'hui parce qu'ils sont faciles, rapides et peu coûteux à produire. Donc on a besoin, je le disais tout à l'heure, de contenus pour alimenter les grilles de programmes en période quand même un peu de pénurie de production. Et puis il y a d'autres exemples, comme par exemple avec des programmes qui proposent des dispositifs que je trouve assez originaux, tout en partant de concepts qui sont anciens, comme l'émission de Cyril Lignac, qui cuisine en direct depuis chez lui sur M6, en nous proposant en simultané, en visio, des familles candidates, entre guillemets, et puis des vedettes qui cuisinent avec lui en fin de journée, avant le prime time et en direct. Et donc en soi, la cuisine à la télévision, c'est pas nouveau, mais le dispositif est intéressant parce que c'est en direct. On avait plus vu cela depuis certaines matinales. Même le concours de Top Chef est enregistré. Donc les émissions de cuisine en direct, c'est une vieille tradition. Et donc ça permet aux différents participants de suivre la recette de Cyril Lignac, et ça permet aux téléspectateurs de faire de même. C'est-à-dire qu'on remplace en fait le public en plateau par quelques familles volontaires en visio qui sont en fait l'émanation du public, qui représentent un peu le public, littéralement, plus une ou deux personnalités, et le dispositif fonctionne très très bien. Les audiences sont bonnes parce que véritablement on accompagne à nouveau le téléspectateur chez lui avec une présence à distance, en direct, et le direct renforce ce sentiment de la présence parce qu'on lui fait vivre une expérience communautaire alors qu'il est tout seul chez lui. Et par pas mal d'aspects, à part pour le côté direct évidemment, ça peut ressembler au podcast. Nous aussi on essaye de vous faire vivre une expérience collective à distance, certes sans la puissance évocatrice de l'image, mais bon, on fait ce qu'on peut. Tiens, histoire de se quitter d'ailleurs sur une note collective, on a demandé à tous nos petits camarades de Binge Audio de nous envoyer leurs instants de télé préférés, et Mathieu qui réalise l'épisode s'est chargé de vous mélanger tout ça. Ah oui, rugby. Ah ouais. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, là, elle est rouge, là. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 938, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines.
ici à Berlin. Cette fois, il n'a pas levé les bras. Il a été au bout. Un petit peu plus compact. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Les gars, il y a le mec à Mila. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me gonfler. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ton ami de panthère. Et alors, avec quoi? Non, Abdelrahman Dafri. Et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Au revoir. Merci à Virginie Spies et Laurence Leveneur pour leurs réponses. Je précise que Virginie Spies d'ailleurs fait un très bon boulot d'analyse et de réflexion autour de ce que nous traversons sur son Instagram qui s'appelle Semiogramme, SEMIOGRAM. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi aux alentours de 18h. Avec ou sans confinement, on est là, on ne bouge pas, grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ces épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise, à Diana Juliette, à Dienaba, à toute l'équipe qui participe à distance à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli, votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Continuez surtout à bien vous laver les mains, à rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.